Bonjour à tous. Alors, on va se lever un peu comme ça, vous nous verrez mieux. Bonjour. Bienvenue à cette conférence, dirons-nous. Le titre, vous le connaissez, Le Mont Blanc est-il français ou italien? Alors, je m'appelle Olivier Marchon, je suis auteur-réalisateur, créateur de la série Bienvenue en Géosarbie sur arte.tv. Si je suis là, c'est parce que dans le cadre de cette série, j'ai réalisé un épisode justement sur le problème du Mont Blanc. Et nous avons avec nous Valentin Martin, doctorant en droit international à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et j'ai écrit un article sur le différend frontalier franco-italien dans la revue belge de droit international qui a paru en 2022. Voilà. Avant de vous envoyer l'épisode qui introduira cette conférence, l'épisode de Géosarbie sur le Mont Blanc, qui permettra de mettre un petit peu de bonne humeur ici, enfin du moins j'espère, je voudrais vous parler de la genèse en fait de ce projet. Donc à l'origine, il y a un livre qui s'appelle Le Mont Blanc n'est pas en France, donc titre un peu provocateur, dans lequel je parle de plein de bizarreries géographiques, dont évidemment celle du Mont Blanc, d'où le titre bien sûr. Il y en a d'autres. Alors ce qui est rigolo, et ça va être un peu tout l'objet ici, c'est que ce livre a été traduit en italien, et les Italiens, je vous le donne en mille, ont traduit le titre par Le Mont Blanc n'est pas en Italie. Voilà, ils m'ont même pas demandé mon avis, mais j'ai trouvé ça tellement drôle que j'ai laissé faire, et ça illustre bien les petites susceptibilités autour de ce conflit. Alors, on va être très clair, on vient ici en paix, je ne sais pas s'il y a des Italiens ici, mais tout va bien. Ah, voilà, on vous veut du bien. Nous sommes là pour donner des arguments rationnels, de vérité, des trucs concrets, et on se retrouve à la prochaine Coupe du Monde. Voilà. C'est là qu'on a envie de se battre, mais sinon, le reste, tout va bien. Voilà. Ne rallumons pas les... tout de suite. Tout de suite. Voilà. Donc on va vous lancer l'épisode, et puis ensuite, ce sera surtout Valentin qui tiendra le micro et qui vous donnera une analyse essentiellement juridique d'un point de vue du droit international, chose dont je ne suis bien incapable moi. Moi, je vous raconte l'histoire en fait qu'il y a autour. Bien sûr, on interagira ensemble, mais il va nous donner des arguments concrets. On va se plonger dans les traités, on va se plonger dans les cartes avec lui. Voilà. Eh bien, on y va. On peut éteindre les lumières ou pas? C'est possible pour avoir un ambiance un peu cinéma. Et ben voilà. C'était le problème que j'attendais. On n'a pas de son. Alors, non, parce que le son sort de mon ordinateur. C'est marrant. Oui, mais si tout passe par HD. Ouais, on va faire un truc collectif comme ça. Si quelqu'un a une solution, je lui offre un passeport de la Géosarbie, j'en ai dans mon sac. Alors, c'est fou, hein, on a eu exactement le même problème hier. Tu vois. Son sorti. Ah oui, On est toujours trahi par la technique. Ça marche pas. Toujours pas. C'est quand même fou. Il n'y a pas de son. C'est quand même dingue. Et là, du coup, j'ai plus de son. Du coup, il faut que tu rechantes dans le son. Attends. C'est bien le direct en même temps. Attends, je vais remettre ça. On va essayer.
Ça marche pas, toujours. Je sais pas quoi faire. PC. Par l'heure du MacBook Pro, et là vous avez sélectionné vers là je l'ai mis cette sortie-là. C'était une mauvaise publicité pour Mac. Hein, vous aurez remarqué. En fait, on travaille pour Microsoft. On avait envie de mettre un petit coup là. C'est le film ou c'est le... Un troisième ordinateur va s'en mêler. C'est un gag. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Non, c'est une question d'ordinateur plus que de... Alors... Ok. D'accord. Je crois que des forces nous empêchent de parler de ce problème. On pourrait faire ça, effectivement. Ou alors je vous le mime à la bouche, je vous refais le texte. Ouais. J'ai eu exactement le même problème hier à ma conférence. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. Mais pareil, copier-coller. Le Mont Blanc, ouais, tout à fait. C'est dans le diapo, tant qu'à faire, autant avoir le...
Oh, oh, ça a l'air de fonctionner. Attention. C'est un gag. Alors, ouais. Oui, c'est ça. Bah parce que c'est plus pratique. Ah oui. Sinon, ce que tu vois, je vais être obligé de relancer. Voilà, VLC. On va le faire avec le fil. Une montagne imposante, des hordes de touristes, un empereur, un roi et... Alors, c'est bien, comme ça vous êtes avec nous. Vous compatissez. Ça crée du lien en fait tout ça. Voilà. Un peu des trucs autour. Je ne sais pas comment on fait plein écran. Quelqu'un sait comment on fait plein écran? Excusez-moi, je suis Mac comme vous l'aurez compris. Eh ben, on va aller au début. Attention, voilà. On se croirait au début du cinéma. Une montagne imposante, Voilà. des hordes de touristes, un empereur, un roi et une carte pas claire. C'est bon. Un téléphérique, de faux papiers et un jacuzzi. Bienvenue sur le Mont Blanc, en France. No, in Italia. Non, en France. No, in Italia. Non, Et ici, en France. c'est vraiment la géosarbie. Dispute au sommet. De quelle nationalité serait un enfant qui naîtrait sur le Mont Blanc? Oui, cette question n'a aucun sens, mais si ça arrivait, de quelle nationalité serait l'enfant? À cette question, un Français vous répondra qu'il serait évidemment français. Et un Italien vous répondra qu'il serait italien. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est tout simplement parce que la France et l'Italie n'ont pas la même vision de leurs frontières communes sur le Mont Blanc. Pour la France, le Mont Blanc est intégralement sur son territoire, alors que pour l'Italie, la limite entre les deux pays passe au sommet de la montagne. Et cette dispute de frontières ne s'arrête pas là. Les deux pays ne sont pas d'accord sur le tracé au dôme du Goûter et sur le glacier du Géant. Le Mont Blanc donc, 4807 mètres et 80 cm exactement, la plus haute montagne d'Europe. Il peut y faire moins 40 degrés, le vent peut atteindre 300 km/h, de la neige, des cailloux, de la glace. Non, de la glace, voilà. Bref, rien. Enfin, pas tout à fait, car il y a des alpinistes. Pas mal d'alpinistes même. Le premier à l'avoir escaladé est un certain Jacques Balmat, accompagné du docteur Michel Paccard, le 8 août 1786. Pour l'époque, c'est un exploit presque aussi dingue que d'aller sur la Lune. Et encore aujourd'hui, le Mont Blanc est un endroit qui fait rêver les alpinistes du monde entier. Mais alors, pourquoi une frontière aussi floue? Un petit cours d'histoire s'impose. L'histoire du Mont Blanc est liée à l'histoire de la Savoie. Cette région des Alpes a longtemps fait partie d'un royaume plus étendu qui, à partir du XVIIIe siècle, s'est appelé Royaume de Sardaigne. À cette époque, le Mont Blanc est donc sarde. Au milieu du XIXe siècle, le roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II, a un rêve. Unifier l'Italie, qui n'est encore qu'une mosaïque de royaumes, duchés ou républiques. Mais l'Autriche, présente à Venise et en Lombardie, s'oppose à ce projet. Napoléon III, au pouvoir en France, offre alors son soutien. Et avec l'aide des Français, les Sardes gagnent la guerre contre les Autrichiens. L'unité italienne est en marche. Pour récompenser Napoléon III, Victor Emmanuel offre alors à la France la Savoie et la région de Nice, en signant le traité de Turin le 24 mars 1860. En fait, ce n'est pas vraiment une surprise, car c'était une condition du soutien français. Et comme le dit la légende, Savoyards et Niçois s'endorment sardes et se réveillent français. Après tout, ce n'est pas complètement illogique. La Savoie est francophone. Pour Nice, en revanche, c'est moins évident. Une commission est alors chargée de tracer la nouvelle frontière entre les deux pays, et une carte fabriquée par les Sardes est jointe au traité. Cette carte semble effectivement faire passer la frontière au sommet du Mont Blanc. Mais elle a un défaut, elle n'est pas très précise. Immédiatement après l'annexion, la France fait cartographier ses nouveaux territoires. Un militaire, le capitaine Jean-Joseph Mieullet, s'occupe du secteur du Mont Blanc. Publiée en 1865, la carte de Mieullet met la frontière au sud du sommet. Et comme elle est très précise pour le coup, la carte de Mieullet s'impose comme une référence. Michelin, par exemple, l'utilise pour la fabrication de ses célèbres cartes. De leur côté, les Italiens éditent leur propre carte avec une frontière passant au sommet du Mont Blanc.
Et il faudra attendre 1988 pour que cette différence de tracé commence à poser problème. En attendant, dès l'annexion de la Savoie, la montagne devient à la mode en France. Et grâce à la zone franche que Napoléon III a instaurée au nord de la région, les capitaux suisses affluent. Dans la vallée du Mont-Blanc, la route et le train arrivent, permettant le développement de villes comme Saint-Gervais, les Ouches ou Chamonix. Cette dernière devient d'ailleurs la plus importante station alpine et la capitale mondiale de l'alpinisme. Et en 1924, elle accueille les premiers Jeux Olympiques d'hiver. La ville italienne de Courmayeur, de l'autre côté du massif, ne connaît pas le même développement. Il faut dire qu'on n'y voit même pas le Mont Blanc, et que son ascension y est beaucoup plus difficile que depuis la France. En outre, l'Italie est un pays en crise. Il faut attendre l'entre-deux-guerres, puis le miracle économique italien des années 50 et 60, pour que Courmayeur devienne enfin une station de sport d'hiver digne de ce nom. C'est d'ailleurs dans les années 50 que, grâce à l'ingénieur italien Dino Laura-Totino, 2 téléphériques sont construits de chaque côté du Mont Blanc. Côté italien, le dernier tronçon du Funivier Monte Bianco est ainsi inauguré en 1957. Il peut emmener 8 personnes à 3500 mètres d'altitude. Côté français, c'est plus impressionnant. Dès 1955, le fameux téléphérique de l'Aiguille du Midi emmène les visiteurs depuis Chamonix à 3842 mètres d'altitude. Encore aujourd'hui, les meilleures années, 800 000 personnes l'empruntent pour jouir d'une vue imprenable sur le Mont Blanc. Et selon nos informations, personne n'y a jamais accouché. Encore une fois, c'est donc surtout côté français qu'on exploite le Mont Blanc. Et d'ailleurs, Chamonix s'est très vite rebaptisé Chamonix-Mont Blanc. Mais 1988 arrive, et le 23 avril, à Nice, lors d'une simple réunion d'une commission chargée de l'entretien des bornes frontières, Français et Italiens constatent avec stupéfaction que leurs cartes sont différentes. Sur le Mont Blanc, bien sûr, mais aussi au dôme du Goûter et dans le glacier du Géant. Le problème remonte alors aux 2 gouvernements. Jusque dans les années 2000, des échanges diplomatiques ont lieu. Mais rien n'y fait. Les 2 pays campent sur leur position. Pourquoi un tel blocage ? Côté italien, on brandit évidemment la carte sarde. Côté français, on la juge non recevable, car imprécise. Et puis, le temps a joué son rôle. En Italie, des générations d'écoliers ont appris que le Mont Blanc était partagé entre les 2 pays. Tandis qu'en France, la carte de Mieulet, autant que l'exploitation du Mont Blanc, ont installé dans les esprits que la montagne était française. Petite parenthèse au passage, les Français ont perdu leur exemplaire de la carte sarde lors de la débâcle de 1940. Et ce n'est pas la seule erreur des Français dans ce dossier. En 1947, ils ont aussi oublié de faire enregistrer le traité de Turin à l'ONU, alors qu'ils s'y étaient engagés. Un détail qui permet aujourd'hui aux quelques indépendantistes savoyards de proclamer que le traité de Turin n'est plus valable, et que la Savoie n'est donc plus française. S'estimant en résistance, quelques gouvernements provisoires autoproclamés se disputent aujourd'hui la Savoie. Certains proposent même plaques d'immatriculation, pièces d'identité ou encore permis de conduire à leurs sympathisants, ce qui leur vaut quelques soucis avec les autorités de la République. Français, Italiens et donc aussi Savoyards, tout le monde se dispute le Mont Blanc. Mais au fond, pourquoi ? En France, pays obsédé par sa grandeur, on ne peut pas s'imaginer sans le toit de l'Europe. Comme le disait Charles Vallot, inventeur des guides du même nom, le Mont Blanc est une montagne dont la cime est chargée d'humanité et marquée par la pensée française. Bah évidemment, tiens. Les Italiens ne sont pas insensibles au prestige de l'endroit, mais ils sont peut-être plus philosophes que les Français. En 1996, le secrétaire d'État Piero Fassino disait en effet « Personne n'a l'intention de transformer le problème en un différend territorial anachronique. » Et effectivement, l'affaire est toujours restée très pacifique. Enfin, jusqu'en 2015. Cette année-là, en effet, le Premier ministre italien Matteo Renzi vient à Courmayeur fêter le remplacement du petit Funivier Monte Bianco par un flambant neuf Skyway Monte Bianco. Avec ses cabines chauffées tournant sur elles-mêmes, ce téléphérique emmène 80 personnes en 20 minutes dans un nid d'aigle flambant neuf, près du glacier du Géant. Souvenez-vous, revendiqué par les 2 pays. À ce jour, le téléphérique le plus cher du monde. Et sur place, une vue tout aussi imprenable sur le Mont Blanc que depuis l'Aiguille du Midi. De quoi faire de l'ombre à Chamonix. Alors, lorsque le maire de Chamonix, justement, fait installer une barrière sur le glacier du Géant, pas très loin de l'arrivée du nouveau téléphérique, il provoque un incident diplomatique. Pourtant, son but était simplement d'empêcher les touristes venus d'Italie de s'aventurer en zone dangereuse. Peut-être aussi pour éviter qu'une femme accouche sur le glacier. 5 ans plus tard, en 2020, nouvel incident. La France annonce la création autour du Mont Blanc d'une zone protégée qui empiète sur les territoires disputés. Cette fois encore en Italie, on s'étrangle.
Et oui, la dispute pour la souveraineté sur le Mont Blanc est affaire de prestige, mais peut-être aussi une lutte d'intérêt. Et pourquoi la France veut-elle faire du Mont Blanc une zone protégée? Parce que sa fréquentation pose aujourd'hui problème. Chaque année, plus de 20 000 personnes tentent son ascension, parfois équipées comme des touristes. Et puis il y a des expériences dans tout genre. Arriver au sommet en avion, en parachute, et même il y a longtemps, à moto. Des concerts y ont été organisés. En 2017, des Suisses y ont même installé un jacuzzi. Si ça continue comme ça, quelqu'un viendra effectivement un jour accoucher au sommet du Mont Blanc. Et cette suractivité provoque évidemment pollution et dégradation, mais aussi des accidents. Dans le massif, les secours français interviennent près de 900 fois par an. Jusqu'à 15 personnes y meurent chaque année. Et depuis 1958, 160 personnes ont purement et simplement disparu. Dites, ça vaut vraiment le coup de se disputer pour le Mont Blanc? Mais ne vous inquiétez pas, Français et Italiens savent aussi travailler main dans la main quand il le faut. Depuis 2017 en effet, les deux pays préparent ensemble leur candidature pour faire inscrire le Mont Blanc à l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Mais alors, si le Mont Blanc appartient finalement à l'humanité, y aura-t-il encore un sens à parler de frontières à son sommet? Bon, voilà. Petit exposé des forces en présence, de tout ce qui s'y passe. On va maintenant vous parler un peu plus sérieusement des aspects juridiques et cartographiques. Et là-dessus, je laisse la main à Valentin. Je vais quand même relancer le diaporama, parce qu'on va en avoir besoin. Espérons qu'il fonctionne. Il fallait laisser le temps à tout ça de se chauffer, en fait, hein, j'ai l'impression. En revanche, pardon, comment je fais déjà? Diaporama, je vous remercie. Hein. Heureusement qu'il y a des spécialistes dans la salle. Ça répond plus. Je peux déjà commencer. Oui, vas-y. On va essayer de rattraper notre retard du coup. On va parler très très vite. On va parler comme ça. On va essayer de revenir un petit peu, c'est vrai, sur certains éléments que la vidéo mentionne et notamment détailler un peu les arguments juridiques de chacun, notamment en droit international. Alors déjà, pour un bref retour sur le différend, de quoi s'agit-il? Quelles sont les revendications de chaque État? Vous l'avez vu sur la vidéo. L'Italie considère que la frontière passe au sommet, à l'exact sommet du Mont Blanc, et donc que la frontière suit la ligne de rupture de pente. Tandis que la France considère que la frontière s'éloigne un peu du sommet et passe à environ 500-600 mètres du sommet en passant par le sommet du Mont Blanc de Courmayeur. Et donc que la zone stricto sensu du sommet du Mont Blanc serait entièrement sous souveraineté française. Et donc voilà, là vous voyez la carte avec la revendication en rouge de la France et en fuchsia de l'Italie. Et donc, comme c'était dit dans la vidéo, le plus incroyable quand même, c'est qu'il a fallu attendre 1988 avant qu'une simple commission franco-italienne chargée de l'entretien des bandes frontières se rende compte de cette différence de tracé, se rende compte officiellement de cette différence de tracé, parce qu'elle a quand même été observée avant, notamment par des géographes et des historiens. Et il faut attendre 7 années supplémentaires que le différend ne soit élevé officiellement par le biais d'une première note verbale diplomatique envoyée par le gouvernement italien au ministère français des Affaires étrangères. Mais depuis, la situation semble être restée au point mort. Et ce différend, qui pourrait sembler anecdotique, entraîne pourtant de véritables problèmes administratifs très concrets. Oui, par exemple, ce dont on parlait dans la vidéo, l'installation des barrières par le maire de Chamonix, qui s'y sent bien sûr autorisé, puisque c'est censé être son emprise, ce qui énerve beaucoup les Italiens à l'époque. Et puis, bien sûr, la création par arrêté préfectoral, c'est très dur à dire, sur ordre d'Emmanuel Macron, hein, ça vient quand même de lui, d'une zone protégée autour du Mont Blanc. Donc ça crée vraiment des problèmes administratifs très concrets sur place. C'est aussi, je pense, un véritable... La barrière, je vous rappelle, là, on voit bien. Voilà. Enfin, c'est évidemment une image comment dire, imaginaire. Et donc la fameuse zone protégée, et on voit bien effectivement l'emprise. Alors peut-être qu'au fond vous verrez pas, mais là l'emprise sur l'intégralité de la montagne du Mont Blanc, aux grand dames des Italiens. Voilà. Même pas 500 mètres carrés. Et en tout, ça fait environ 1 km lorsqu'on prend les 3 zones que se disputent la France et l'Italie. 1 km² que se disputent la France et l'Italie.
Donc c'est un véritable enjeu administratif. C'est également un enjeu économique. Je pense même, pour ma part, que c'est un des principaux enjeux de ce différend. Comme on le voit sur ce graphique, et c'était un peu dit dans la vidéo, le sommet fait quand même l'objet d'une véritable course au tourisme. Entre d'un côté Chamonix et son désormais très fameux téléphérique de l'Aiguille du Midi, et de l'autre côté le tout nouveau Skyway Monte Bianco, tout neuf, l'un des téléphériques les plus chers du monde, qui relie donc Courmayeur à la Pointe Elbronner, au refuge Torino et donc au versant italien du Mont Blanc. Il y a aussi l'utilisation de la marque Mont-Blanc. Ça, les Français savent le faire depuis très longtemps, puisque Chamonix-Mont-Blanc, Chamonix s'est rebaptisé Chamonix-Mont-Blanc, je crois que c'est dans les années 30, hein, c'est ça En 1924, juste 1924, avant. donc juste avant en fait, les Jeux Olympiques. Donc évidemment, Chamonix-Mont-Blanc, quand vous voyez Mont-Blanc, vous dites le Mont-Blanc, il appartient à Chamonix, ou du moins il est sur son territoire, il n'y a pas de doute. Il faut savoir d'ailleurs à ce sujet que Courmayeur a tenté un changement de nom, c'était en 2014, ils ont organisé un référendum. Malheureusement, ils n'ont pas atteint le quorum minimum, c'est-à-dire que ceux qui se sont déplacés pour voter ont voté à une grande majorité pour le changement de nom, mais en revanche, il y a moins de 50% des électeurs qui se sont déplacés. Résultat, la mesure a capoté aux grandes dames des édiles sur place, bien sûr. Mais on voit bien une volonté aussi de Courmayeur et donc des Italiens de rattraper un peu leur retard sur les Français. Voilà. Alors tout ça, c'était une sorte de grosse introduction au sujet, et passons maintenant peut-être au cœur des arguments juridiques de chaque État, et essayons de voir un peu qui a tort, qui a raison dans cette histoire, même si la réalité est beaucoup plus nuancée. Alors il faut revenir au commencement. En 1960, on a le traité de Turin qui est signé donc entre la France et le Royaume de Sardaigne, et dans ce traité, en 1860, oui, pardon. Et dans ce traité de Turin, il est écrit qu'une commission mixte sera constituée pour déterminer la frontière entre les deux États. Cette commission mixte se réunit l'année suivante, donc en 1861. Et dans cette convention de délimitation de 1861, comme c'est écrit ici, c'est écrit juste en bas, l'article 1er, donc je vous le lis, article 1er de cette convention de délimitation, du côté de la Savoie, la nouvelle frontière suivra la limite actuelle entre le duché de Savoie et le Piémont. Tous les mots ont leur importance ici, nous allons le voir. Et à cette convention de délimitation de 1861 est annexée une carte. Et donc on peut se dire initialement, super, du coup on va pouvoir y voir plus clair. Ouais, le problème c'est que la carte, comme on l'a dit, elle n'est pas très précise. Et puis la version française de la carte a été perdue lors de la débâcle de 1940. Donc déjà, on a on a une partie à qui il manque de l'information. Voilà. Et donc, il y a deux problèmes majeurs sur cette carte. Premièrement, son authenticité. Donc, la France n'a plus la version française de la carte, qui a disparu des archives du ministère des Affaires étrangères. Et donc, en 1998, l'Italie dit il n'y a aucun souci, nous on l'a, notre exemplaire, on vous le scanne et on vous l'envoie. Et le vrai problème, et c'est ce que j'ai essayé du coup de démontrer dans mon article à travers les arguments juridiques, c'est que lorsqu'on étudie bien la carte transmise par l'Italie à la France, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de la carte annexée à la Convention de 1861, mais une simple carte de travail annexée à un procès-verbal d'abornement, rédigé en 1862, donc l'année suivante. Et j'en veux pour preuve deux éléments. Premier élément, la signature du représentant français sur la carte transmise par le gouvernement italien en 1998, c'est celle de M. Berguet, que l'on voit ici. M. Berguet qui n'a représenté la France dans la commission d'abornement qu'à partir de juillet 1862, comme énoncé dans le préambule de ce procès-verbal d'abornement. Et donc, il ne pouvait pas être présent lors de la signature de la Convention de délimitation de 1861, qui était donc signée par le comte de Rayneval. Deuxième élément, dans le titre de la carte transmise par les Italiens aux Français, donc le titre carte indiquant le tracé de la frontière entre la France et l'Italie depuis le mont Grappillon jusqu'au rocher du Chardonnay, voit lui au titre de la carte publiée en 1862, encore une fois, donc cette carte de procès-verbal, et non à celle publiée dans la Convention de délimitation de 1861. Ça va, vous suivez? Ça va jusqu'à là? Et ça fait une différence majeure en droit international parce que la valeur juridique n'est pas la même. Un procès-verbal d'amornement, ce n'est pas considéré comme un traité au sens du droit international. Un procès-verbal d'abornement, c'est normalement en principe un simple texte qui vient décrire la pose de bornes frontières telles qu'elles ont été préalablement négociées. Et donc là, tout est ici. Là est la différence.
Et deuxième argument, du coup, sur la... Pour user d'une image, ce serait comme si, j'interviens, pardon, Bien sûr. ce serait comme si on n'avait pas la Constitution, mais qu'on avait juste un arrêté municipal, d'une certaine manière. C'est un peu ça, exactement. C'est même, oui, c'est même un peu, c'est oui, clairement ça. Bien sûr. Bon, ça, faut leur demander, du coup. Ou au ministère français des Affaires étrangères. Mais je ne sais pas. Je sais juste que la carte que l'on a au ministère maintenant des Affaires étrangères, c'est cette carte, enfin, c'est le scan de cette carte-là, de cette carte qui est considérée par les Italiens comme étant celle de 1861 et que je pense être celle de 1862. Deuxième argument, et cette fois-ci sur le tracé de la carte elle-même, on va rentrer un peu plus dans des détails géographiques, donc ça vous parlera sûrement plus. Sur la vue générale de cette carte, les rédacteurs ont utilisé des triangles pour matérialiser les sommets. Donc le sommet, j'ai essayé de mettre quelques exemples ici du mont d'Ambin, de la pointe d'Archebock, du mont Tabor, et des cercles rouges, comme vous voyez, donc on ne voit pas très bien, mais sur les deux premières images, pour représenter, matérialiser les bornes qu'ils ont placées. Or, lorsqu'on le regarde sur cette carte, qu'on fait un zoom à l'endroit bon, on voit pas très bien, mais lorsqu'on fait un zoom sur le Mont Blanc, sur cette carte qui a été transmise par l'Italie, on voit que ce n'est pas un triangle qui a été mis en haut du sommet, mais un rond, comme si ça avait été une borne, et d'autant plus un rond noir, le seul rond noir de la carte, alors que tous les autres ronds sont rouges. Alors, on pourrait... je ne sais pas pourquoi les rédacteurs ont choisi de mettre un cercle et non pas un triangle, et d'autant plus un cercle noir. On pourrait peut-être imaginer que c'est une borne naturelle, non pas une borne posée par l'homme, mais une borne naturelle, peut-être le rocher de la Tourette qui se situe à quelques dizaines de mètres du Mont Blanc. Je crois qu'on a la photo juste après. Oui. Voilà, qui est un sommet qui ressort un petit peu, parce que le Mont Blanc est quand même très... Ici, hein. Voilà. C'est cette chose-là. Et très arqué, donc la Tourette, on la voit un petit peu mieux. Bon, voilà ce qui en est déjà pour les cartes annexées au traité. Et vu que la carte en notre possession, en tout cas, elle semble imprécise, intéressons-nous maintenant à deux autres éléments qui permettraient de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le premier élément, du coup, logique, ce serait de revenir au corps du texte. Et donc, je répète ce que dit la Convention. La frontière suivra la limite actuelle entre la Savoie et le Piémont. Autrement dit, la limite entre la Savoie et le Piémont à la veille de la signature de la Convention de délimitation. Et ici, donc, je me suis aidé de nombreuses cartes publiées de chaque côté des Alpes entre les années 1190 et 1860, des cartes que l'on peut trouver en ligne. Et comme on peut le voir du coup à l'écran, les cartes publiées entre les XVIIe et le XVIIIe siècle positionnent tout le Mont Blanc côté Savoie et non sur la limite administrative entre la Savoie et le Piémont. Donc on peut conclure que le Mont Blanc n'était pas utilisé comme une limite naturelle entre les deux régions, mais appartenait seulement à la région de Savoie, et donc à la France, une fois que la Savoie a intégré la France. Alors, on a bien, c'est un argument qui revient souvent, si on peut passer à celle d'après, encore une fois, hein. Alors non, pas celle d'après, non, après. Ah oui. Voilà. Donc on a bien une carte qui revient, non, pardon, celle d'avant, je suis désolé. On va y arriver. Alors, désolé pour la qualité d'image, mais on a bien une carte qui revient souvent dans les débats, qui aurait été publiée par un officier, qui a été publiée par un officier sarde, M. Federici, apparemment avant la signature de la Convention de 1861. D'après la carte, il est écrit 1856. Le problème avec cette carte, et donc là on voit bien clairement donc, que cette carte italienne fait passer la frontière au sommet du Mont Blanc. Le problème avec cette carte est, malgré mes recherches poussées, et je vous avoue avoir fait beaucoup de recherches là-dessus, c'est que je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire daté de 1869, soit 8 ans après la signature de la Convention de 1861. Et de leur côté, des auteurs italiens spécialistes de la matière qui avaient publié un ouvrage avec beaucoup de cartes de la zone mentionnent également cette carte et mentionnent une date de publication en 1867, soit donc 6 ans après la signature de la Convention de 1861. Or, ça change tout parce qu'une carte nationale n'est valable qu'une fois qu'elle est publiée, qu'une fois que le public national ou international peut en prendre connaissance. Et donc, à moins que l'Italie ait la preuve que cette carte de Federici ait été effectivement publiée en 1856, donc avant la signature de la Convention de 61, cette carte, elle ne peut pour l'instant pas être utilisée pour interpréter le texte de 1861. Et oui, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, vas-y, tu voulais. C'était juste le deuxième élément qui pouvait être soulevé Ah oui, après pardon. les cartes. Donc, si on conclut là, en termes de cartes, le point est plutôt pour la France. Le point pour l'instant est plutôt pour la France, à part si l'Italie, du coup, parce que cette carte est pour le coup très précise de Federici, si l'Italie arrive à prouver qu'elle avait effectivement été publiée et entrée en vigueur en 1856, ça pourrait nécessairement faire pencher la balance du côté italien. Et deuxième argument qui peut être important, c'est la question des effectivités. Donc, qui est une notion en droit international. Il existe une règle dite de l'effectivité, qui en gros, pour faire très court, consiste à dire qu'une pratique étatique, légale ou illégale, peu importe, peut devenir légale et engager l'autre État si celui-ci consent explicitement ou par son comportement à cette situation de fait. Par son silence, donc aussi. Par son silence, mais il faut que le silence soit. Il faut qu'on puisse prouver que malgré son silence, il ait eu connaissance des revendications ou des pratiques ou du comportement de l'autre État. Mais oui, également par son silence. Et en matière de délimitation territoriale, si un État administre de facto un territoire et que l'autre État accepte ce fait, ou a un comportement qui montre qu'il est au courant de ce fait mais qu'il ne dit rien, alors on peut considérer qu'il peut y avoir un transfert de souveraineté territoriale. Alors concrètement, est-ce qu'on peut observer de telles effectivités, donc des pratiques, des comportements françaises ou italiennes, au sommet du Mont Blanc, qui pourraient laisser penser qu'un État administre plus que l'autre ce territoire finalement, et que l'autre État l'aurait accepté? Alors je n'ai pas trouvé, encore une fois, d'effectivité italienne, et je suis désolé, mais j'ai trouvé des effectivités françaises qui permettraient à la France de prouver, ou du moins d'argumenter, en faveur du fait qu'elle administrait effectivement déjà ce sommet comme étant le sien, et que l'Italie était au courant, et qu'elle ne s'y est pas opposée. Premier exemple, la fameuse carte de Mieulet dont on parlait, dont il avait été question dans la vidéo, publiée en 1865. Donc dessinée par un militaire, sur ordre forcément de ses supérieurs, donc de l'administration française. Et la carte de Mieulet a été reprise très très massivement. C'est celle qui est la base des cartes Michelin, des cartes IGN, voilà, Valo, et les cartes Valo. Donc voilà, donc j'allais dire une représentation de l'emprise française qui domine globalement dans le monde des cartes. Voilà. Ouais, clairement, c'est clairement ça. Vu que ça sort quand même du service des armées, on peut considérer que c'est un engagement français. Et cette carte pourrait être vue comme un premier exemple d'effectivité française acceptée par l'Italie. Je dis bien acceptée par l'Italie, puisqu'en 1874, l'IGMI, qui est donc l'IGN italien, a repris cette carte Mieulet pour tracer la frontière au sommet du Mont Blanc. Ça veut donc dire que, l'Italie savait, et deux, qu'elle l'a nécessairement accepté, vu qu'elle a repris trait pour trait ce tracé de la carte Mieulet. Mais par la suite, l'Italie a utilisé d'autres cartes et est revenue sur une frontière qu'elle considérait comme devant passer au sommet du Mont Blanc. Donc l'argument ici est un petit peu faible, c'est vrai. Deuxième exemple, beaucoup plus concret cette fois-ci, diverses expéditions françaises au sommet du Mont Blanc, et j'en veux deux exemples assez parlants. Le premier, c'est la pose d'un drapeau français. Alors je crois qu'on voit oui. tout à fait. De Gustave Doré, donc la pose d'un drapeau français par les guides de Chamonix le 5 juillet 1860 pour fêter l'annexion de la Savoie par la France, un événement très médiatisé en Europe et qui n'a pas été condamné par l'Italie. Et deuxième élément, d'autres faits surtout très importants, on a parfois tendance à l'oublier, mais on a un laboratoire d'astronomie qui a été construit au sommet du Mont Blanc entre 1892 et 1909, construit par Jules César Janssen, qui a été majoritairement financé par des fonds publics français. Et d'ailleurs, l'Italie était parfaitement au courant, encore une fois, de cette installation, puisque j'ai retrouvé une carte publiée par l'IGN italien en 1914, sur laquelle était représenté l'observatoire Janssen. Donc l'Italie ne pouvait pas dire qu'elle n'était pas au courant de l'existence de cet observatoire, et vu donc qu'elle était au courant et qu'elle n'a rien dit, on peut donc supposer qu'elle avait implicitement accepté cette effectivité, cet état de fait. Et puis aussi toute l'exploitation du Mont Blanc par Chamonix. Il faut dire évidemment que Chamonix a des accès plus faciles au Mont Blanc, donc c'était plus facile pour eux. Chamonix était aussi une région beaucoup plus riche que celle de Courmayeur, c'est aussi dit dans le film. Donc tout ça peut expliquer
aussi les effectivités françaises. À partir du moment où vous avez un accès plus facile, que vous êtes plus riche, évidemment, vous pouvez aussi Facilement y aller. Voilà. Et bref, tous ces exemples mis bout à bout peuvent montrer à la fois que la France, pendant une cinquantaine d'années, entre la décennie 1860 et 1910, a effectivement pris des mesures montrant qu'elle administrait et qu'elle finançait ce territoire, qu'elle considérait comme étant le sien, et que l'Italie n'a jamais trouvé à contester celle-ci. Et donc, en partant de cette idée, on pourrait soutenir que l'Italie a implicitement, par son comportement, acquiescé à l'idée que le sommet du Mont Blanc était français, car sinon elle aurait dû dénoncer les agissements français. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait aujourd'hui, depuis 2015, depuis que le Skyway Montebianco est arrivé. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, la pose de barrières, la création d'une aire protégée, l'Italie dénonce et proteste officiellement auprès du ministère français des Affaires étrangères. Alors, petite conclusion, on va essayer de conclure rapidement parce que je vois le temps passer. Alors, où est-ce qu'on en est de tout cela ? Eh bien, nulle part. Les deux gouvernements ne semblent pas du tout motivés à trouver une solution amiable aux différends. Et donc, si on peut conclure là-dessus, si on peut donner un peu notre point de vue assez personnel là-dessus, je pense qu'en 2024, ce litige, il a plus lieu d'être. On parle quand même de deux États amis, voisins, qui ont une étroite relation depuis très longtemps, qui sont des pays membres fondateurs de l'Union européenne. Et plutôt que se déchirer sur un conflit qui fait un peu histoire de gros sous, c'est vrai parfois, sur un territoire qui est aujourd'hui extrêmement sujet à du surtourisme et à des problèmes environnementaux assez importants, pourquoi ne pourrait-on pas imaginer des solutions alternatives qui montreraient que le Mont Blanc devienne un symbole de l'unité franco-italienne ? Oui, d'autant que, comme le dit... L'amitié franco-française. Là, les lapsus à l'œuvre, attention. Nous sommes en paix. Non, effectivement, le dépôt de dossier à l'ONU, enfin l'UNESCO, pardon, pour faire du Mont Blanc un patrimoine mondial de l'humanité est un bon exemple de collaboration entre les deux pays. Il n'est pas dit dans le film, mais avec le concours de la Suisse aussi. Donc ça montre quand même que c'est possible. Il y a une deuxième chose aussi qui nous inspire ça, c'est, je reprends l'infographie du film. Deuxième chose qui nous inspire ça, c'est la bonne collaboration des services de secours entre les deux pays. Dans le film, je ne parle que des secours français, mais les secours italiens participent énormément aux opérations au sommet du Mont Blanc aussi. Il y a des comptes communs, je crois, entre les deux services de secours. Évidemment, il y a des accords bilatéraux. Évidemment, il s'agit de sauver des gens et quelque chose de très noble, donc tout le monde est prêt à faire fi des frontières à ce moment-là. Mais justement, ça donne un exemple de la bonne collaboration qui est possible au sommet du Mont Blanc et du fait qu'à un moment, il s'agit de sauver des gens, on s'en fout un peu des frontières, quoi. Donc pourquoi pas pousser la logique un peu plus loin. Exactement. Et même si on veut aller encore un peu plus loin, on pourrait imaginer d'autres alternatives encore. Pourquoi pas une gestion commune et centralisée du lieu entre les deux gouvernements, comme ça se fait par exemple pour le lac Léman, qui est géré depuis 1962 par la France et la Suisse conjointement. Il y a un autre exemple qui est celui du Rio de la Plata, entre l'Argentine et l'Uruguay, en 1973, après, j'allais dire, presque un siècle de litige entre les deux pays. L'Uruguay et l'Argentine s'entendent pour faire du Rio de la Plata, du moins sa partie centrale, parce qu'ils ont tous les deux... Ils gardent tous les deux des eaux territoriales pour faire de sa partie centrale un endroit co-géré. Et il y a un organisme qui s'appelle la Commission administrative du Rio de la Plata, qui est binational, avec deux présidents, enfin alternativement un président uruguayen, un président argentin, puis ça change tous les, 5 ans, et qui s'occupe de gérer le Rio de la Plata dans son aspect très concret. Il y a des dragages en particulier à faire très régulièrement. C'est pas uniquement symbolique. Donc la collaboration sur des espaces comme cela est possible. Et si on va même encore plus loin, on pourrait proposer une souveraineté partagée, comme ça se fait, alors soit une souveraineté à gestion alternative, c'est l'exemple de l'île des Faisans. L'île des Faisans, qui se trouve sur la Bidassoa entre la France et l'Espagne, et qui est une île binationale, qui est gérée conjointement par la France et l'Espagne, donc, et qui est administrativement sous la responsabilité de l'Espagne de février à juillet et sous la responsabilité de la France d'août à janvier. Voilà. Alors, autre curiosité, il y a deux vice, les personnes en charge de l'administration de cette île s'appellent des vice-rois.
Voilà. Ça, c'est parce qu'évidemment, ça a été créé en 1856, je crois, au moment du traité de Bayonne, à l'époque où les questions royales étaient encore en jeu en France, enfin, même si c'était Napoléon, bref. En tout cas, vice-roi de l'île de la Conférence en France, ça existe, quand même nous sommes en République. Voilà. Alors, c'est un endroit relativement facile à gérer puisque c'est interdit au public. Donc il n'y a pas grand-chose à y faire. Contrairement au sommet du Mont Blanc. Contrairement au sommet du Mont Blanc, mais ça offre quand même une piste intéressante, la binationalité. On pourrait presque appeler ça un condominium, même si je pense que ça ne mérite pas, parce que le condominium, pour le coup, il y a une véritable administration, mais ça existait aussi, le condominium, Nouvelles Hébrides, entre les Britanniques et les Français. Bon, ça ne marchait pas très bien, mais parce que c'était les Britanniques et les Français. Donc voilà, je pense que ça ne marchait pas pour ça, essentiellement. Mais voilà, en tout cas, il y a des pistes intéressantes. Il y a des choses juridiques possibles à faire. Pourquoi pas au sommet du Mont Blanc. Voilà. Et juste une dernière possibilité également, pourquoi pas se dire internationaliser l'espace et créer, pourquoi pas, une organisation internationale qui gère de façon autonome. Alors ça voudrait dire que l'Italie et la France doivent lâcher leur souveraineté là-dessus. Mais ça existe par exemple pour le bassin Congo-Bangui-Sanga, qui est un bassin fluvial géré directement par une commission internationale. Et donc pourquoi pas imaginer également une idée comme ça. Voilà, on va terminer sur cette belle image. Oui. Et désolé pour le retard. Des questions, désolé pour le retard. Oui. Il y a un micro, allez-y. Oui. À part une question de fierté nationale pour l'un ou l'autre le pays, quels sont les intérêts exacts de l'un et l'autre pays de se prévaloir de posséder le Mont Blanc ou la moitié du Mont Blanc? Est-ce que c'est économique? Voilà. Je pense que c'est essentiellement économique. C'est un économique. Alors, ça ressurgit bien sûr au niveau national, mais ça doit ressurgir au niveau local. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé, mais c'est qu'il y a quand même une petite guéguerre entre Saint-Gervais et Chamonix aussi sur place. C'est-à-dire que la langue de terre que vous voyez. Non, entre Chamonix, entre deux communes françaises. Au-delà du conflit national, il y a aussi un conflit local. C'est-à-dire que Saint-Gervais possède en fait la langue de terre qui est au sud, enfin langue de terre ou de glace, pardon, qui est au sud du Mont Blanc, aux Grandes Dames de Chamonix. Voilà. Et Saint-Gervais aimerait, on va dire, être un peu plus identifié au Mont Blanc dans la mesure où elle en possède une grande partie. Voyez. Donc c'est essentiellement, quand vous appelez Chamonix-Mont Blanc, c'est le jackpot, parce que les gens qui veulent voir le Mont Blanc ou monter sur le Mont Blanc, ils viennent chez vous. Ils viennent moins facilement à Saint-Gervais. Vous voyez. Donc je pense que c'est des histoires de gros sous essentiellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça veut dire qu'on a été clair sur absolument tout. C'est formidable. Ah non, c'est bon. Il y avait une dame qui voulait parler là. Madame? Oui. Oui, allez-y. Ne partez pas, il se dit encore des choses. C'était une question sur l'altitude du Mont Blanc, 4807 mètres. Vous avez montré une carte avec 4810 mètres, qui est l'altitude qu'on trouve dans les manuels de géographie sur les cartes italiennes. Donc, à quoi est due cette différence? Alors, vous voulez dire qu'entre le commentaire et l'image, il y avait une différence? Non? Il y avait l'une des cartes. L'une des cartes qu'on a vues. Voilà, mais carte italienne. Française, non. Ah oui. Elle était française. Elle était française. Alors, le Mont Blanc, il est mesuré. D'ailleurs, le Mont Blanc, il est mesuré tous les ans ou tous les 2 ans, je crois, et ça bouge. Ça bouge parce qu'en fait, on mesure le sommet neigeux. Et forcément, ça bouge. Oui, mais dans les manuels de géographie d'il y a 50 ans de l'Italie, c'est toujours la même altitude. Ah oui, alors écoutez, moi je ne suis pas responsable de tout ce qui est édité par les gens. Si vous voulez, il y a 2 choses. Ce qui est mentionné dans le film, moi je peux vous parler de ça, ça a été la mesure du Mont Blanc qui a été faite par l'organisme en charge de la mesure du Mont Blanc à date de la production du film. Et il se trouve d'ailleurs que ça a changé depuis. Bon, voilà, donc déjà, je ne sais plus, je ne saurais pas vous le dire, je ne l'ai pas retenu, mais c'est autour de ça. Voilà. En revanche, sur toutes les cartes qu'on a vues, bien entendu, c'était la mesure du Mont Blanc, j'imagine, officielle ou à disposition à l'époque où la carte a été faite. Donc, on est autour de 4810 mètres, grosso modo. La mesure exacte, si vous la voulez, il faut aller la chercher sur le site de l'organisme dont j'ai oublié le nom, qui le fait tous les ans ou tous les 2 ans. Quoi, voilà. Bon.
Et surtout, alors je me dépêche, mais ça soulève une question très intéressante, c'est que là, on parle depuis le début du sommet neigeux, donc déjà qui fluctue un petit peu, et qu'en réalité, si imaginons une fonte des glaces et une fonte des neiges assez importante, le vrai sommet, le sommet de cailloux, le sommet rocheux, est à 40 mètres de ce sommet neigeux. C'est-à-dire que le jour où il n'y aura plus de neige, toutes les cartes, tout ce qu'on vient de voir là, ce sera plus valable, au sens où, en tout cas, ça ne montrera plus du tout ce sommet tel qu'on le connaissait aujourd'hui. Donc les enjeux environnementaux peuvent également forcer à redessiner la frontière entre les deux pays. Et si ça se trouve, le sommet du coup se trouverait en Italie, même sur les cartes françaises. Vous imaginez un peu le truc, quoi. Donc la grosse revanche des Italiens, le réchauffement climatique. On va s'arrêter là parce que on a des gens derrière. Merci à vous, merci d'avoir été si nombreux.